Personne n'épouse une fille grosse, monsieur, mais je sais cuisiner, dit la fiancée timide. La réponse du propriétaire de ranch changea sa vie. Territoire du Wyoming, décembre 1879. Le vent griffait les contours usés de Powder Creek, une ville bâtie de rudesse et de désespoir. La neige tourbillonnait en spirale paresseuse sur l'herbe sèche et les clôtures cliquetantes, s'installant lourdement sur les toits comme sur les épaules. C'était le genre d'hiver qui transformait le souffle en givre et les hommes en fantômes. Les chevaux exhalaient de la vapeur, les pistolets étaient nichés sous les manteaux comme des promesses en attente, et dans une petite cabane en bordure de la ville, là où la terre descendait vers le ruisseau gelé, une femme se tenait seule près d'un poêle à bois. Edith Mayburn, 27 ans, remuait un ragoût de lapin de ses mains calleuses. L'odeur de thym et de bouillon d'ose emplissait l'espace exigu, chassant le silence qui était devenu son unique compagnon. Elle vivait seule depuis près de 5 ans, depuis qu'elle avait quitté l'orphelinat où elle avait appris à cuire, bouillir et saumurer dans la cuisine qui la protégeait du froid et des mots cruels. À Powder Creek, on prononçait son nom à voix basse, si tant est qu'on le prononçât. La grosse fille de la cabane, disait-il. Bon cœur, pauvre silhouette, pointant les enfants. Les commerçants lui donnaient les pires morceaux. Elle souriait malgré tout, échangeait du pain contre des boutons et des herbes séchées, et restait dans son coin. Ce matin-là, le froid semblait plus mordant que d'habitude. Edith resserra son châle et se pencha près du feu quand elle entendit 3 coups secs à la porte. Pas hésitant, pas poli, le genre de coup d'un homme qui ne se répète pas. Elle hésita, s'essuya les mains, puis ouvrit. Devant elle se tenait un homme enveloppé dans un épais manteau de laine, la neige collée à ses bottes et au bord de son chapeau. Son visage était dans l'ombre, mais ses yeux étaient vifs, inspectant la petite cabane, la chaleur derrière elle, et Edith elle-même. Il retira lentement son chapeau, révélant des cheveux sombres, parsemés d'argent aux tempes. « Êtes-vous Edith Mayburn » demanda-t-il d'une voix basse, teintée de lassitude. « Oui » répondit-elle incertaine. « Puis-je vous aider » L'homme hocha la tête une fois. « Je m'appelle Colter Grady. Je dirige le Grady Ranch, à l'ouest d'ici. J'ai perdu mon cuisinier il y a 2 jours. Malade. Mes hommes ont faim et ne valent rien le ventre vide. » Il marqua une pause. « On m'a dit que vous saviez cuisiner. » La bouche d'Edith s'assécha. Elle jeta un œil au ragoût bouillonnant derrière elle, puis de nouveau à l'étranger. Son manteau était couvert du sel des pistes, ses mains larges et burinées, du genre à pouvoir dompter un cheval sauvage ou enterrer un homme avec la même facilité. « C'est exact, » dit-elle prudemment. Il pencha la tête. « Vous cuisinez pour 20 cow-boys » Son souffle se coupa. 20. Elle n'avait jamais cuisiné pour plus de 6 personnes à la fois à l'orphelinat. Son cœur martelait ses côtes. Elle regarda par-delà l'homme, vers les plaines enneigées, puis baissa les yeux sur elle-même. Dans le reflet déformé de la louche en étain accrochée près de la porte, elle vit ce que les autres voyaient. Des joues rondes, des bras pleins, des hanches larges. Un corps façonné davantage par les sacs de farine et les lourdes marmites que par les corsets ou la séduction. Une douleur tordit sa poitrine. Des années de mots cruels refirent surface comme des bleus sous sa peau. Elle croisa son regard, puis le détourna rapidement. « Personne n'épouse une fille grosse, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant à peine. « Mais je sais cuisiner. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid entre eux, nus et tremblants. Elle s'attendait à ce qu'il se détourne, qu'il offre une excuse sèche ou un rire dédaigneux,
Mais Colter Grady ne bougea pas. Il la regardait, elle, pas à travers elle, pas au-delà, mais bien elle. Puis il dit doucement, « Je n'engage pas une épouse, mademoiselle Mayburn. J'engage quelqu'un qui sait nourrir un homme d'une façon qui lui rappelle que la vie vaut encore la peine de se lever le matin. » Edith cligna des yeux. Ses mains, encore enfarinées des biscuits qu'elle avait préparés plus tôt, tremblaient légèrement. Elle ne savait que dire. Colter remit son chapeau, hocha la tête une fois et se tourna pour partir. « Je reviendrai aux premières lueurs, » dit-il par-dessus son épaule. « Si vous êtes d'accord. » Et sur ce, il s'enfonça dans la neige, laissant Edith sur le seuil de sa porte, la chaleur de son foyer ne dépassant pas l'encadrement. Mais autre chose persistait, ses paroles, lourdes, honnêtes. « Je n'engage pas une épouse, j'engage quelqu'un qui sait nourrir un homme d'une façon qui lui rappelle que la vie vaut encore la peine de se lever le matin. » Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas invisible. Elle se sentit vue. L'aube sur le Grady Ranch arriva, lente et lourde, pesant sur la terre comme une couverture de laine imbibée de glace. Le ciel avait la couleur du fer et le vent portait un tranchant cruel, celui qui traverse les manteaux et gerce les lèvres. La neige était tombée dans la nuit, fine et amère, laissant une fine couche sur les toits et les clôtures. La fumée s'échappait des cheminées du dortoir, s'enroulant comme des points d'interrogation dans le ciel gris. Edith Mayburn était assise à l'arrière du chariot, les mains jointes sur ses genoux, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le conducteur, un jeune homme du ranch nommé Will, n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il avait simplement aidé à charger sa malle, jeté un regard de côté une fois et marmonné. « J'espère que vous n'êtes pas trop fragile pour le Grady Ranch. » Quand le chariot s'arrêta, Edith descendit dans un monde qui ne semblait pas vouloir d'elle. Le ranch s'étendait, vaste, avec 3 granges, un enclos rempli de bétail, un dortoir bas, et la maison principale qui se dressait, austère, à l'horizon, comme si elle possédait la terre et tout ce qui y respirait. Tout ici avait été construit par des mains fortes et des années difficiles. Et maintenant, toutes ces mains fortes la regardaient. Les cow-boys se tenaient en petits groupes, les bras croisés, appuyés contre les poteaux de clôture ou arrêtant leurs outils juste pour la dévisager. Leurs visages étaient durs, marqués par l'hiver, la peau brûlée par le vent et les intempéries. Ils ne cachaient pas leur réaction. « Eh bien, merde !» gloussa un homme en donnant un coup de coude à son ami. « Elle va manger plus qu'elle ne cuisinera. » Un autre éclata de rire. « J'espère qu'on ne la paye pas au poids. » Les joues d'Edith s'enflammèrent, mais elle ne sia pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle garda la tête haute, le regard fixe, et marcha droit vers la cuisine, sans un mot. Ses bottes crissaient dans la neige. Son manteau claquait à ses côtés. Les murmures la suivaient, mais elle ne leur donna pas la satisfaction d'une réaction. À l'intérieur, la cuisine était froide. Le feu était éteint depuis longtemps. Edith se déplaça comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit, ouvrant les placards, vérifiant les provisions, traînant des bûches vers l'âtre et frappant le silex contre l'acier jusqu'à ce que le feu rugisse à nouveau. Ses mains, entraînées par des années à l'orphelinat et à son propre petit foyer, bougeaient sans crainte. Elle déballa ses couteaux, ses épices, sa poêle en fonte. Le lendemain matin, au lever du soleil, l'air était épais de l'odeur de la semoule de maïs grillé,
du piment broyé et du beurre fondant sur la pierre chaude. Elle s'était levée avant le soleil et avait mis son plan à exécution. Du pain de maïs, mais pas n'importe lequel. Son plat signature, des galettes de maïs épicées, saisies à la poêle dans du lard, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, servies avec une sauce à la crème épaisse, parsemée de poivre fumé et d'une pointe de muscade. Elle disposa 20 assiettes avec une grâce exercée. La cloche du dortoir sonna. Des bottes résonnèrent. Les cow-boys entrèrent dans la salle à manger, riant, bâillant, tapotant la neige de leurs manteaux. Puis, ils sentirent cette odeur. La pièce devint étrangement silencieuse. Un par un, ils prirent leurs assiettes. Personne ne dit un mot, pas même ceux qui s'étaient moqués d'elle la veille. Edith se tenait derrière la table de service, les mains dans le dos, observant sans cligner des yeux. Elle sentait leurs regards, mais plus que cela, elle observait leur bouche. La mastication ralentit, les têtes s'inclinèrent, les yeux s'écarquillèrent. Personne ne dit rien, jusqu'à ce qu'un homme, celui qui avait fait la blague la plus bruyante sur son poids, revienne, son assiette vide. Il resta là un instant, maladroitement. Puis, sans la regarder dans les yeux, il tendit de nouveau son assiette, ne dit rien, attendit simplement. Edith prit l'assiette de ses mains calmes et lui servit une autre portion. Toujours pas un mot. Mais alors qu'il se détournait, elle vit le coin de sa bouche se relever très légèrement. Dehors, le ciel était encore gris. Mais à l'intérieur de cette cuisine, quelque chose de plus chaud avait commencé à naître. La première semaine passa dans un tourbillon de matins glacial et de longues nuits éclairées à la lampe à huile. Edith se levait avant les coques, souvent avant même que la lune n'ait fui le ciel, et ne se reposait que lorsque la dernière marmite était récurée et que les braises rougeoyaient dans l'âtre. Mais elle faisait plus que cuisiner. Elle observait, elle écoutait, elle remarquait. Jed, le grand dégingandé au nez tordu, n'aimait pas les oignons dans son ragoût. Amos, le petit nerveux qui parlait rarement, se frottait toujours le poignet en mangeant. Elle comprit vite qu'il était allergique au poivre, et le petit Sam, pas plus de 16 ans, se glissait toujours dans la cuisine après minuit pour prendre des biscuits froids quand il pensait que personne ne le regardait. Elle commença à en laisser 2, enveloppés dans un tissu près du bord du comptoir. Il ne dit jamais merci, mais la serviette revenait toujours, soigneusement pliée, le matin. Chaque homme avait une histoire dans ses silences, et Edith prêtait attention à chacune d'elles. Ils commencèrent à le remarquer. Les taquineries s'éteignirent, les blagues se firent rares, et à leur place, de petits gestes fleurirent comme des fleurs du désert. Un bouton d'or laissé sur le rebord de la fenêtre, une cuillère en bois sculptée, rugueuse mais sincère. Quelqu'un répara la charnière qui grinçait de la porte arrière du garde-manger. Personne ne s'excusa pour la façon dont il l'avait traité, mais ce n'était pas nécessaire. Edith connaissait le langage du silence, et la gentillesse, venant d'hommes qui vivaient par les armes et le bétail, venait souvent sans mots. Colter Grady, de son côté, parlait peu. Il prenait chaque repas avec les hommes, toujours le dernier dans la file. Mais chaque fois que le dîner se terminait et que les autres partaient vers la grange ou le dortoir, Colter restait. Il retroussait ses manches, entrait dans l'arrière-cuisine et faisait la vaisselle. Edith essaya de l'arrêter une fois. « Vous êtes le patron, » avait-elle dit doucement. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais ce que je fais, » l'interrompit-il d'une voix basse, non sans bienveillance. « Vous les avez nourris, je nettoierai après eux. » Et ce fut tout. Il ne parlait pas beaucoup,
mais elle commença à connaître le rythme de sa présence. Calme, stable, inflexible. Quand il lui passait un torchon ou empilait les casseroles avec soin, elle sentait la douleur étrange de quelque chose d'innommable prendre racine entre eux. Puis vint la tempête. Elle arriva comme un murmure du nord, puis s'abattit sur le ranch avec la fureur d'un dieu bafoué. Le vent hurlait dans les combles, arrachant les portes des granges et semant la panique parmi le bétail. Les hommes criaient, les sabots tonnaient. Edith resta dans la cuisine, verrouillant les volets, attisant le feu. La neige frappait si fort les fenêtres qu'on aurait dit des poings. C'est alors qu'elle l'entendit, un son à peine plus fort que le vent. Une voix d'enfant, faible, aiguë. Allô? Son cœur s'arrêta. Elle attrapa son châle, déverrouilla la porte et lutta contre le vent hurlant. La visibilité était presque nulle, un chaos blanc tourbillonnant autour d'elle. Mais la voix revint, plus proche maintenant. S'il vous plaît. Alors elle le vit. Un garçon, pas plus de 7 ans. La peau de la couleur de l'argile chauffée par le soleil. Des cheveux noirs emmêlés de glace. Il ne portait qu'une fine chemise et des mocassins déchirés. Edith ne réfléchit pas. Elle se précipita dans la tempête, le souleva, l'enveloppa dans son châle et le ramena dans la chaleur. La porte claqua derrière elle. Elle le déposa près du feu. Son petit corps tremblait comme une feuille dans la bourrasque. « D'où viens-tu » murmura-t-elle, lui frottant les bras, essayant de faire revenir la chaleur dans ses membres. Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de frissonner et de s'accrocher à elle, les yeux écarquillés. Une ombre emplit l'encadrement de la porte. « Colter !» La neige s'accrochait à son manteau, son visage rougi par le froid, le souffle court. Il ne parla pas. Il regarda simplement le garçon, puis Edith, puis le châle trempé de neige fondue. Edith se tint de manière protectrice, les bras autour de l'enfant. « Je l'ai trouvé, » dit-elle doucement. « Je devais le faire. » Colter s'approcha, s'accroupit lentement près de l'âtre et tendit une main calleuse pour toucher l'épaule du garçon. « Vous avez bien fait, » dit-il après un moment. Ses yeux croisèrent les siens, calmes, stables, illisibles. Puis il hocha la tête une fois et aida à raviver le feu. Aucun autre mot ne fut prononcé cette nuit-là. Mais pour la première fois, quand Edith regarda Colter, elle ne vit pas un propriétaire de ranch. Elle vit un homme qui l'avait vu dans la tempête et qui était resté. Le matin se leva sur le Grady Ranch dans des teintes douces d'argent et de bleu. La tempête était passée, laissant derrière elle un silence fragile. La neige recouvrait chaque toit, chaque poteau de clôture, chaque empreinte de sabot, étouffant le monde dans l'immobilité. À l'intérieur de la cuisine, le feu avait faibli. Edith était assise près de lui, enveloppée dans une couverture qu'elle se souvenait à peine d'avoir prise, les bras encore endoloris de la nuit précédente. L'enfant avait été recueilli par une famille Lakota voisine, venue le chercher à l'aube. Edith le leur avait confié doucement, comme on rendrait un morceau de son propre cœur. Maintenant, elle était assise seule, les mains refermées sur une tasse en étain de thé tiède. Elle n'entendit pas Colter entrer, mais elle le sentit. Une présence calme, aussi sûre que l'hiver. Puis, sans un mot, il passa derrière elle et déposa une couverture de laine sur ses épaules. Elle était épaisse, chaude, et sentait légèrement le cèdre et la fumée. Sa main s'attarda un très bref instant avant qu'il ne s'éloigne. Pas de mots, pas de regard, juste le poids de quelque chose de doux, s'installant entre eux comme une neige qui ne fondait pas.
Après ce matin-là, quelque chose commença à changer. Pas d'un coup, mais par de petites touches tacites. Ils commencèrent à se croiser plus souvent. Colter l'aida à porter les seaux d'eau du ruisseau quand la pompe gela. Elle ne demanda rien. Il apparut simplement à côté d'elle un matin, saisit le second seau et marcha en silence. Un après-midi, ils ramassèrent du bois de chauffage côte à côte. Edith glissa dans la neige fondue et laissa échapper un rire surpris en tombant dans un banc de neige. Quand elle leva les yeux, Colter souriait. Pas un large sourire, mais le fantôme d'un sourire, réel, brut et fugace. Plus tard cette semaine-là, un chat de grange sauta dans un sac de farine ouvert, envoyant de la poudre blanche partout. Edith haleta. Colter cligna des yeux. Puis, il eut un petit rire, bas et chaleureux. Ils rirent jusqu'à ce que des larmes leur brûlent les yeux. Pour une fois, peu importait que ses joues soient rouges ou que son tablier ne soit plus impeccable. Elle rit comme une femme avec qui on n'avait pas ri depuis des années. Mais pour Edith, le changement était plus que des corvées partagées ou des regards doux. C'était la façon dont ses mains tremblaient quand il lui passait le couteau à pain, la façon dont sa poitrine se serrait quand il la regardait sans détourner le regard, la façon dont elle se surprenait à espérer qu'il resterait un instant de plus chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Elle n'avait jamais connu ça, avec aucun homme, avec personne. Elle avait toujours été la cuisinière, laide, la personne silencieuse dans le coin, jamais la femme que quelqu'un voyait, jusqu'à maintenant. Et cela la terrifiait. Cette nuit-là, la neige s'accrochait encore au bord du toit, alors que la lune se levait dans un ciel large et pâle. Edith sortit au hangar de stockage pour chercher des herbes séchées. Le froid mordit à travers son châle et elle tâtonna avec le loquet. Edith. Elle se retourna. Colter se tenait là, une lanterne dans une main, l'autre tenant quelque chose enveloppé dans une toile cirée. Je vous cherchais. Elle se redressa, essayant de lire son visage. Il entra dans le hangar, posa la lanterne sur un baril et lui tendit le paquet. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, sa voix faible. Il déplia soigneusement la toile cirée, révélant un carnet en cuir usé. Les bords étaient éraflés, les coins cornés, la couverture adoucie par des années de contact. Ceci appartenait à ma mère, dit-il. Elle y notait des recettes, des pensées, des petites choses qu'elle ne voulait pas oublier. Edith tendit la main, hésitante. Il ne lâcha pas le carnet. Elle m'a dit un jour, continua Colter d'une voix basse, que l'amour ne vient pas des yeux. Il vient de ce qui reste en vie une fois le repas terminé. Edith déglutit difficilement. La chaleur dans le hangar semblait augmenter, bien que l'air fût glacial. Colter lui confia enfin le livre. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être y ajouter quelque chose. Elle baissa les yeux sur le carnet, puis les releva vers lui. Son visage était calme, stable. Mais ses yeux contenaient quelque chose de brut, de réel. Edith hocha lentement la tête. Merci, murmura-t-elle. Et pendant un long moment, ils restèrent là, dans la pénombre du hangar, deux personnes façonnées par le silence, commençant à trouver leurs mots l'un dans l'autre. Le dégel vint lentement ce printemps-là, mais il vint. La neige se retira des collines comme une marée fatiguée, laissant derrière elle de la boue, des fleurs et des rumeurs. Au début, ce n'était que des chuchotements à l'épicerie et chez le barbier de Powder Creek. La cuisinière du Grady Ranch faisait veiller le patron dans la cuisine. Elle ne mettait pas que de la farine dans ses biscuits. Et peut-être, juste peut-être,
Colter Grady avait perdu la tête, ou du moins ses exigences. La grosse a mis quelque chose dans son ragoût, riait un homme devant une bouteille. La ville était petite, les langues bien pendues, et l'amertume voyageait plus vite que n'importe quel cheval. Puis arriva Caroline. Elle arriva dans une belle calèche, des bottines trop propres pour les chemins de terre, des yeux trop vifs pour une chaleur sincère. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon serré, ses lèvres peintes de quelque chose d'artificiel. Les habitants se souvenaient bien d'elle. Caroline H. Grady, la belle qui avait quitté la ville avec un banquier après que Colter eut perdu son premier troupeau à cause de la sécheresse. Et maintenant, elle était de retour. Edith la vit pour la première fois un dimanche après-midi, debout sur les marches de l'église, dans une robe de velours vert qui n'appartenait pas à cette terre. Le regard de Caroline balaya les visages qui sortaient de la chapelle, jusqu'à se poser sur Edith. Elle sourit, sans bienveillance. Pas du tout. Le lendemain, Caroline se rendit au Grady Ranch sans prévenir. Elle descendit de cheval comme si le sol lui appartenait, saluant de la main les hommes qui s'arrêtaient de travailler pour la regarder. Colter la rejoignit sur le porche, les bras croisés. Ce qu'ils se dirent fut bas, tendu. Puis Caroline marcha vers la cuisine. Edith venait de sortir une tarte du four. Leurs regards se croisèrent. Caroline la toisa du regard, lentement, comme une couturière jaugeant un sac de jute. « C'est donc avec ça que tu as fini par te contenter, » dit-elle, la voix assez forte pour que les valets d'écurie entendent. J'imagine que lorsque l'orgueil d'un homme est brisé, il se tourne vers ce qui réconforte. Edith ne dit rien. Ses mains agrippaient le comptoir derrière elle. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Tu sais comment on t'appelle en ville ?» Le sourire de Caroline s'élargit. « La truie au foyer. Une cochonne en tablier, comme je… » Des rires flottèrent depuis l'extérieur. Edith ne savait pas s'ils lui étaient destinés. Peu importait. Elle se détourna, s'enfuit par la porte de derrière. Elle ne s'arrêta qu'à l'orée des bois, là où la neige persistait encore par plaques. Elle s'effondra près d'une souche, tremblante, le souffle coincé dans sa gorge comme un sanglot qui refusait de sortir. Elle avait essayé. Elle avait été douce, discrète, travailleuse, et pourtant, ce n'était pas assez. Peut-être que ça ne le serait jamais. Elle n'entendit pas les pas qui approchaient. Edith. Elle se retourna. Colter était là, le visage assombri par quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais presque. Elle essuya ses joues. « Je devrais partir, » murmura-t-elle. « Cette situation, je ne vaux pas tout ce désordre. » Il secoua la tête. « Tu crois que ça m'importe, ce que cette femme dit ?»« Elle est belle, » dit Edith avec amertume. « Tu l'as aimée un jour. »« C'est ce que je croyais, » répondit-il. Avant de connaître la différence entre être désiré et être utilisé. Puis il la dépassa, retournant vers la maison du ranch. Elle le suivit, mi-craintive, mi-émerveillée. Il entra directement dans la cour, où la moitié des hommes s'étaient rassemblés près de la grange, là où Caroline se tenait encore comme si on ne l'avait jamais congédiée. Colter s'arrêta au milieu d'eux tous, éleva la voix, pas fort, mais d'un ton ferme. « Caroline, » dit-il, « tu m'as quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Edith est restée parce qu'elle a assez de cœur. » Un murmure parcourut la foule. Il promena sur eux un regard féroce. « Tout homme ici qui se moque de la femme qui l'a nourri pendant des mois
peut aller se trouver un nouvel endroit où travailler. Silence. Même Caroline était figée. Colter se tourna vers Edith, et devant tout le monde, chaque homme au sourire narquois, chaque badaud aux yeux écarquillés, il ôta son chapeau, s'approcha et dit « Si tu veux partir, Edith, je ne t'arrêterai pas. Mais si tu restes en sachant que je te choisis, toi. Pas par pitié, pas pour ce que tu cuisines, mais parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais regardé et ait vu l'homme que je pourrais être. » Son souffle se coupa. Les larmes revinrent, mais pas des larmes de honte. Et derrière eux, le silence s'était fait sur le ranch. Les pluies arrivèrent tard ce printemps-là, et avec elles, quelque chose de bien pire. Tout commença avec l'un des plus jeunes employés, un garçon chétif d'un ranch voisin. Il s'effondra après le petit déjeuner, tremblant et fiévreux. Puis 2 autres tombèrent malades avant le crépuscule. Au matin, la moitié du dortoir gémissait dans les lits de camp, trempés de sueur et livides. Le docteur de Powder Creek vint une fois et repartit 2 fois plus vite. « Viande avariée », dit-il. Probablement arrivé avec le dernier chariot de provisions de Dunlow Ridge. Ça se propage vite. Gardez-les hydratés. Priez pour qu'ils tiennent le coup. Les prières étaient une denrée rare à la frontière. Ce que le ranch avait, c'était Edith. Elle retroussa ses manches, noua un chiffon sur sa bouche et alluma tous les brûleurs de la cuisine. 3 nuits sans sommeil, sans s'arrêter. Elle faisait bouillir de l'avoine pour en faire une bouillie claire, mélangeait du charbon en poudre à de l'eau tonique, suivait les conseils de la femme Lakota qui vivait en amont de la rivière. Faire bouillir de l'écorce de saule, utiliser de l'achillée millefeuille, faire des tisanes de sauge et de bouleau. Edith griffonnait des recettes d'une main tremblante, son tablier maculé de bouillon et de sueur fiévreuse. Colter aidait où il pouvait, transportant des seaux, nettoyant les bassins de lit, tenant les têtes des malades pris de nausées. Mais la cuisine, le cœur de tout cela, c'était le domaine d'Edith. Elle ne la quitta pas une seule fois, jusqu'à ce que ses genoux lâchent. C'était la 4e nuit. Elle servait de la soupe à la louche quand sa vision se brouilla. La cuillère tomba sur le sol avec un cliquetis. Elle s'agrippa au bord du comptoir, mais son corps abandonna avant sa volonté. Elle tomba lourdement, le monde tourbillonnant, sa respiration courte. Quand elle se réveilla, la lumière était douce. Une courte pointe était remontée jusqu'à son menton. Le feu rougeoyait doucement et Colter était là, assis à côté d'elle sur le sol, le dos au foyer, les coudes sur les genoux. Il avait l'air fatigué, mais il y avait aussi autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus tendre. Elle essaya de parler. Il la fit taire d'un léger mouvement de tête. « Tu les as sauvés, » dit-il doucement. « Tous, sans exception. » Ses lèvres tremblèrent. « Je n'ai pas pu faire plus. »« Tu as fait tout ce qu'il fallait. » Il prit sa main, ses doigts calleux se refermant sur les siens. « Je t'ai regardé t'épuiser pour des hommes qui se moquaient de toi, pour un ranch qui n'a jamais été tendre, pour un homme qui a mis bien trop de temps à te dire merci. » Elle cligna des yeux pour chasser les larmes. La voix de Colter se fit plus basse, à peine plus qu'un souffle. « Si tu es le foyer qui maintient cet endroit en vie, alors je serai le toit. » Il serra doucement sa main. « Je te protégerai de la tempête, je te le jure. » Edith ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas avec des mots. Mais ses doigts se crispèrent sur les siens, et dans le silence qui suivit, quelque chose de plus fort que la fièvre passa entre eux.
Au milieu de l'été, le ranch avait retrouvé son rythme. Le martèlement des sabots sur la terre, l'écho des marteaux sur les murs de la grange, les rires s'élevant du dortoir comme la fumée d'un feu, et Edith marchait de nouveau. Ses forces étaient revenues lentement, mais chaque jour, ses pas étaient plus assurés, ses couleurs plus vives. Les hommes l'arrêtaient au passage avec des hochements de tête timides et des compliments maladroits. Quelques-uns lui apportèrent même des cadeaux, des prunes sauvages, un bouton poli, une cuillère en bois sculptée en forme de cœur. Mais ce fut le tablier qui la laissa sans voix. Un matin, après que le petit déjeuner eut été servi et la vaisselle débarrassée, elle le trouva plié avec soin sur sa table de travail. Un tablier d'un vert profond avec des liens en lin doux et brodé sur le devant d'un fil soigné. La gardienne des saveurs du foyer. En dessous, chaque employé avait signé de son nom, même le petit Sam, d'une écriture maladroite. Elle le pressa contre sa poitrine, et pour la première fois de sa vie, se sentit non seulement vue, mais désirée. Ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, Colter la trouva derrière la grange, en train de nourrir les poules. « Viens avec moi, dit-il. Elle le suivit jusqu'à la crête qui s'élevait derrière le ranch, la même où les tempêtes d'hiver déferlaient autrefois comme des fantômes. À présent, elle baignait dans une lumière d'or et d'oranger, les hautes herbes chuchotant contre leurs jambes. Au sommet, le monde s'ouvrit, vaste. En bas, le ranch brillait sous le soleil couchant, les champs s'étendant comme un patchwork, la fumée s'enroulant des cheminées, le bétail paissant paresseusement au loin. Edith inspira profondément, les yeux humides. « Je viens ici quand j'oublie pourquoi j'ai commencé tout ça, » dit Colter doucement à côté d'elle. « Mais maintenant, je n'oublie plus jamais. » Elle se tourna vers lui. Son chapeau était entre ses mains, son visage plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je ne veux pas d'une épouse convenable, Edith, » dit-il. « Pas le genre dont les gens écrivent des poèmes, pas quelqu'un qui rentre dans une robe du dimanche. Je veux quelqu'un qui donne comme toi, qui se réveille en pensant à la fin des autres et termine sa journée remplie de sens. Je te veux, toi. » Elle se figea. Je... Sa voix se brisa. Je n'ai jamais pensé que j'étais quelqu'un qu'un homme comme toi pourrait aimer. Colter s'approcha, sa voix basse, posée. Alors, laisse-moi nous cuisiner une vie, Edith. Une vie où tu n'auras plus jamais faim d'amour. Le soleil plongea derrière les collines, jetant de longues ombres sur le ranch, mais à cet instant, elle ne sentit que de la lumière. Un an plus tard, le ranch Grady n'était plus seulement connu pour son bétail. Les gens venaient d'aussi loin que 10 miles à la ronde, non pas pour acheter du bétail, mais pour manger. Niché à côté de la grange principale, sous un auvent nouvellement construit où grimpaient des fleurs sauvages, se tenait un petit restaurant aux murs de bois, avec une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte. Chaudron de fer et cœur peint. Les locaux l'appelaient O Street et Tom Son, d'après la phrase préférée d'Edith sur l'amour qui a besoin à la fois de force et de tendresse pour durer. Le nom est resté. À l'intérieur, de longues tables en bois longeaient les murs, des bougies fondaient dans des bocaux en verre, et l'air embaumait toujours le pain de maïs, le ragoût épicé et quelque chose de plus doux, comme une odeur de réconfort. Edith dirigeait la cuisine avec la même grâce discrète que toujours, mais maintenant,
elle souriait davantage. Son tablier portait les mêmes mots brodés de ce cadeau d'il y a 1 an, la gardienne des saveurs du foyer. Et quand quelqu'un l'appelait Madame, ce n'était pas par formalité, c'était par respect. Patronne, disaient maintenant les hommes du ranch en souriant, fiers. Les hommes qui riaient autrefois dans son dos faisaient maintenant la queue poliment pour une 2e portion de son poulet au hickory. Certains amenaient même leurs femmes, qui murmuraient des remerciements après avoir goûté la tarte aux noix de pécan. Et Colter, chaque soir, après que le dernier plat eût été servi et la dernière lanterne baissée, il retroussait ses manches et se dirigeait vers l'évier. Personne ne le remettait en question, pas même Edith. Il l'avait toujours chaque assiette à la main, aussi silencieux que jamais. Et parfois, quand personne ne regardait, il sortait de la poche de son manteau une branche de trèfle des prairies ou de menthe sauvage, et la glissait doucement derrière l'oreille d'Edith pendant qu'elle nettoyait un comptoir ou remuait la dernière marmite. Elle ne cessait jamais de rougir. Un soir après la fermeture, Edith était assise seule à l'une des tables, une lettre étalée devant elle. La lumière de la lanterne vacillait tandis qu'elle trempait sa plume et commençait à écrire. C'était une réponse à une jeune fille d'une ville voisine, une fille qui avait écrit timidement pour demander comment elle pourrait un jour être aimée si les garçons ne faisaient que se moquer de sa silhouette. Edith fixa longtemps la lettre avant d'écrire. Je croyais la même chose. Je pensais que l'amour ne venait que pour les minces, les brillantes, les audacieuses. Je pensais que je devais attendre que quelqu'un me choisisse pour avoir ma place. Mais c'était avant que j'apprenne le secret. On n'attend pas que l'amour nous trouve. On devient l'amour. Tu le verses dans ta cuisine, ta gentillesse, tes rires, ton espoir tenace. Tu nourris le monde de ton feu. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un de bien sentira la chaleur de ta cuisine et décidera de rester. Elle termina la lettre avec un sourire et une dernière ligne. N'attends pas d'être choisie, ma chérie. Choisis-toi d'abord, et si tu as de la chance, quelqu'un de digne te choisira aussi. Elle la plia, la scella à la cire et sortit. Au-dessus d'elle, les étoiles clignotaient comme des histoires attendant d'être racontées. Et à l'intérieur, le feu brûlait encore. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé que l'amour ne suit ni les règles, ni les apparences, ni ce que le monde juge méritant, alors c'est un signe pour vous de croire à nouveau. Parce que quelque part, quelqu'un choisit encore la gentillesse, croit encore en un amour lent et constant, et remue encore la marmite pour plus que la saveur, mais pour créer un foyer. Si vous avez ressenti la chaleur du courage d'Edith et la dévotion silencieuse de Colter, montrez-nous votre soutien et abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West. Ici, nous racontons des histoires où les balles ont manqué leur cible, mais pas les cœurs. De nouvelles histoires chaque semaine sur des amours qui ont défié les tempêtes, la honte et le silence de la prairie. Abonnez-vous maintenant et chevauchez avec nous au cœur de l'Ouest sauvage.